la lutte contre le terrorisme, notamment avec la fermeture du palais de justice de Djibo et le communiqué de l'état-major général des armées sur des opérations menées dans le nord et à l'est du Burkina Faso. Nous parlerons également des réunions sur la sécurité et le terrorisme qui se sont tenues au cours de la semaine dans la capitale burkinabé. Deuxième sujet, la conférence de presse du comité de veille parlementaire qui s'est exprimé sur la situation nationale. Nous parlerons de la vente des 10% des parts de l'État burkinabé dans la société Onatel à Maroc Télécom. Et enfin, en page internationale, nous dirons un mot sur la mise en examen de l'industriel et homme d'affaires français Vincent Bolloré. Alors, pour débattre et discuter de tous ces sujets, je suis en compagnie de 3 ou 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit donc de Boukari Woba du bimensuel Mutation. Bonjour Woba. Bonjour Sayo. Nous avons avec nous Paul Miki Rwamba de la radio Waka FM. Bonjour. Bonjour Sayo et bonjour à tous. Également sur ce plateau, Koundjoro Gabriel Kambou de Afrique Femme TV. Bonjour. Bonjour. Et nous attendons d'un moment à l'autre Yacinthe Sanou de Omega FM qui nous retrouvera au cours donc de cette émission. Alors pour débuter ces débats de presse, nous allons directement parler de la situation sécuritaire au Burkina. Au cours de la semaine, on a appris la fermeture donc du palais de justice de Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Cette fermeture décidée en Assemblée nationale par l'ensemble du personnel du palais est due à l'absence de mesures de sécurité idoines, en tout cas selon donc les fonctionnaires donc, de ce tribunal. Alors c'est une actualité que nous avons suivie tous ici sur ce plateau. On dit en même temps bonne arrivée à Hyacinthe. Merci. Alors qu'est-ce que vous pensez de la fermeture donc, du palais de justice de Djibo? Quelle réaction donc, vous inspire cette fermeture? Woba. Merci Sayon. C'est un fait quand même assez majeur dans cette situation sécuritaire que nous vivons depuis 2015, avec toute la situation que nous connaissons au nord et particulièrement dans la région du Sahel. Les dernières actualités qui faisaient l'objet de commentaires, c'était la fermeture des écoles. Plus de 200 écoles qui sont fermées, donc des élèves dont l'avenir est compromis. On trouvait déjà que c'était suffisamment grave. Et puis, dans la même foulée, on nous annonce la fermeture ou la suspension des services du tribunal de grande instance de Djibo. Je crois que ça, quand même, c'est un tournant, de mon point de vue, assez important dans cette crise sécuritaire-là. Personnellement, je ne sais pas s'il faut dire qu'on a été surpris ou pas, parce qu'on se disait que certainement, si on ne prend pas des mesures radicales, des mesures assez fortes, sans doute que la situation va aller de mal en pis, mais j'ai été d'une certaine manière quand même assez surpris de constater que les juges, les magistrats décident comme ça de fermer un tribunal et de rentrer à Ouagadougou parce que leur sécurité est menacée. Parce que vous savez, depuis 2015 quand même, toute personne, même si vous êtes ne serait-ce que de passage à Djibo, votre sécurité est menacée. Il y a des populations qui sont là-bas, il y a des enseignants, même si beaucoup d'écoles ont fermé, il y a encore beaucoup d'écoles qui restent fonctionnelles. Il y a d'autres fonctionnaires de la santé ou d'autres services publics qui y sont, dont la sécurité est menacée et qui eux aussi, peut-être, s'ils veulent avoir le même raisonnement, la même réaction que les magistrats, devaient tout simplement tout fermer et puis rentrer à Ouagadougou. Il y a surtout nos forces de défense et de sécurité qui y sont, qui ne peuvent pas fermer l'œil, parce que d'un moment à l'autre, effectivement, une grenade, un engin explosif peut tomber sur eux, mais qui y sont quand même parce qu'il faut défendre le territoire national. Mais toutes ces personnes-là sont là, pas parce qu'effectivement, ils ne craignent pas la situation, ils n'ont pas envie de protéger leur vie, mais ils y sont parce qu'il faut défendre le territoire national. Donc, de ce point de vue, le fait que... Je le comprends très mal, je le prends très mal. Maintenant, il y a une revendication qui est posée, et je trouve que la revendication, elle est tout à fait fondée. C'est-à-dire, lorsque vous êtes effectivement dans une situation d'insécurité, comme c'est le cas aujourd'hui à Djibo, vous devez être en mesure de poser un minimum de revendications, de conditions pour votre propre sécurité. Et si vous les posez, c'est impératif pour l'exécutif d'agir, de prendre les mesures pour satisfaire à ces revendications-là. Donc on a entendu effectivement
les acteurs de la justice disent qu'ils avaient demandé à ce qu'on prenne des mesures voilà, plus fortes par rapport à leur sécurité. Je ne sais pas depuis quand date cette revendication, parce que je n'en avais pas entendu parler de façon ouverte, comme c'est le cas aujourd'hui. Et je pense que la revendication aurait dû être posée de manière plus franche, de manière plus forte, de sorte que si l'exécutif n'agit pas, que l'opinion effectivement puisse interpeller l'exécutif, et on aurait certainement pris les mesures et ça nous aurait évité de nous retrouver dans la situation qui est celle d'aujourd'hui. Oui, Koudjoro. Oui, moi je pense que contrairement à Boukari, je pense que quelque part, on n'avait pas besoin d'en faire une revendication pour que l'État sache que quand même la justice, c'est l'un des attributs les plus importants pour une république. Donc je pense qu'avec la situation que nous connaissons à Djibo depuis 2015 pratiquement, on aurait dû prendre les dispositions dès les premiers moments pour protéger en tout cas le tribunal de grande instance de Djibo. Nous avons connu la situation du centre de santé avec le docteur Elliott. Donc on a laissé faire. Parce que si ces gens quand même avaient une petite sécurité, on n'aurait pas connu ce qui s'est passé. On l'a laissé depuis que le docteur Elliott a été enlevé jusqu'à aujourd'hui. On ne s'est pas dit que, bon, la justice aussi, il faut protéger ces lieux. Donc on ne peut pas s'asseoir comme ça. Et puis bon, demain, ils vont venir faire ce qu'ils veulent, tuer les gens. On va sortir, faire des communiqués de condoléances aux familles éplorées. Et puis c'est fini. Non. Voilà, chacun de nous tient à sa vie. Et je pense que moi, plutôt, je m'élève contre le fait que l'autorité n'ait pas pris la décision de protéger ces lieux stratégiques pour un État. On ne peut pas laisser un tribunal comme ça. Et même ici à Ouagadougou, vous avez des policiers qui sont postés à l'entrée, ainsi de suite. Il faut assurer un minimum de sécurité, permettre aux gens de continuer à travailler. Aujourd'hui, avec la fermeture du tribunal de Djibo, c'est une preuve de plus, une couche qu'on rajoute dans la perte par le Burkina Faso de cette partie du territoire. Parce que quand vous parlez, les gens ne veulent pas entendre, mais c'est la vérité. Nous n'avons plus les commandes au niveau de cette partie de notre pays. D'accord. Alors, on a compris votre position. On va voir, on a deux positions assez tranchées. Est-ce que les deux autres, vous partagez donc l'avis de Koudjoro ou de Boukari Woba donc, sur ce point? Oui, Paul Miki. Alors, moi, je crois d'abord que c'était une surprise, hein, cette fermeture du tribunal de grande instance de Djibo. Ça nous a surpris, en commençant même par le gouvernement lui-même, qui a exprimé sa surprise de cette fermeture. Mais en même temps, je crois qu'il faut, c'est une situation qu'il faut examiner en profondeur. Comme Kambou l'a dit, il faut peut-être poser la question aux magistrats qui ont tenu cette rencontre pour décider de la fermeture du tribunal de grande instance de Djibo, pour voir quelles sont les raisons fondamentales qui ont poussé à cette fermeture. Parce que la situation sécuritaire dans le nord du Burkina ne date pas d'aujourd'hui. On l'a dit sur ce plateau, c'est pratiquement depuis 2015. Pourquoi maintenant cette fermeture du tribunal de grande instance de Djibo, alors que le grand public n'a pas eu connaissance des menaces ciblées sur le palais ou sur des magistrats? Je crois qu'en écoutant attentivement les personnes qui ont quitté le tribunal, on pourra avoir la réponse à cela. Alors, l'autre aspect, c'est que, comme Kambou l'a dit aussi, on constate que les mesures sécuritaires ne sont pas rassurantes pour ceux qui vivent là-bas. Je crois qu'il faut peut-être se mettre dans la peau des fonctionnaires qui travaillent à Djibo et dans les environs pour connaître un peu le degré de l'insécurité qui prévaut là-bas. On a été témoin de la fermeture d'un certain nombre d'écoles. On a été témoin également de la fermeture des commissariats de police, il faut le dire, parce que des policiers, à un moment donné, ont décidé également de fermer leurs commissariats pour quitter. Certains d'entre les policiers qui ont quitté ont dit qu'ils ont reçu des affectations. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Mais aujourd'hui, c'est un tribunal qui ferme. Les conséquences de cette fermeture sont incalculables pour les justiciables qui sont dans cette région. Et je pense aux personnes qui avaient les dossiers là-bas. Peut-être que si l'on mène une enquête au niveau du palais de justice de Djibo, on verra que peut-être qu'il y avait un dossier emblématique qui met en sécurité les magistrats qui travaillent là-bas. En insécurité, donc les magistrats qui sont là-bas. Ce sont autant de questions qu'il faut se poser. Moi, je pense qu'il faut approfondir cela pour savoir qu'est-ce qui a amené ces magistrats à quitter. Mais de façon générale, je crois que, honnêtement, ils ont raison. Si vous êtes dans une localité et qu'il n'y a pas de mesures sécuritaires de nature à vous rassurer, ils ont raison de prendre des mesures eux-mêmes, c'est-à-dire les mesures qui sont à leur portée, c'est ça. Parce que moi, je préfère bien un magistrat vivant qu'un magistrat qui va se retrouver donc dans des situations qu'il ne peut pas décrire après le passage des terroristes. Parce qu'on a vu,
le bilan fait froid dans le dos, on parle de 133 morts. C'est vrai que depuis un certain temps, on dit notre arme, nous tous, ça doit être le courage face à ces terroristes. Mais ce courage-là, pour des gens qui sont désarmés, ça a des limites, évidemment. Il faut qu'on ait des mesures qui rassurent. Je crois que la question mérite aujourd'hui que l'on fasse un déploiement massif et dissuasif des forces de défense et de sécurité dans la partie nord du Burkina, principalement dans la ville de Djibo et ses environs. Parce que le gouvernement a parlé justement de ces fermetures d'écoles, certainement qu'on va en parler, avec des chiffres qui ne correspondent pas, selon certains témoignages, à la réalité. Et on a aujourd'hui le tribunal qui ferme au grand étonnement du grand public. Mais il faut vérifier, voir quel est le vrai problème de cette fermeture. Il faut peut-être demander à ces magistrats qui ont quitté de commun accord. Parce qu'on dit également que le tribunal est fermé, certes, mais il y a un certain nombre de personnes qui travaillent là-bas qui sont restées, notamment des GSP et des greffiers qui sont restés. Peut-être que les degrés de menace n'étaient pas les mêmes. On a constaté aussi dans la partie nord du Burkina que les assassinats étaient ciblés. De plus en plus d'assassinats ciblés ont été perpétrés. Si vous estimez que vous êtes inquiété parce que vous avez peut-être commis un acte et qui vous met en insécurité, et vous dites que d'un moment à l'autre, vous pouvez être la victime d'une attaque terroriste, je pense qu'au regard du niveau de mobilisation des forces de défense et de sécurité, qui elles-mêmes ne sont pas en sécurité, parce qu'il faut avoir le courage de le dire, si on a vu des commissariats fermés, ceux qui ont les armes, ne demandez pas aux magistrats qui sont, si vous voulez, pratiquement les mains nues de rester dans les lieux. Donc aujourd'hui, c'est l'État qui doit faire en sorte que la sécurité revienne et que les uns et les autres soient rassurés. Ok, oui, Hyacinthe. Je suis parfaitement d'accord avec Paul Mickey sur ce point. Le fait est là que la décision est motivée, en tout cas, par cette menace-là qu'il y a contre l'institution et contre les hommes qui animent cette institution. Donc, lorsqu'on en vient à ce sentiment général au sein de l'institution, c'est forcément qu'il y a eu des exactions, parce que le plus souvent aussi, ces genres de menaces, on n'en partage pas au grand public que lorsque on en vient au pire. Et c'est ce pire-là qui a été évité donc par la fermeture du tribunal de grande instance de Djibo. Pour moi, le fait est là que la responsabilité reste celle de l'État. On a plusieurs fois évoqué ce fait qu'on essaie en tout cas de retirer cette frange du Burkina aux mains de l'État. Si l'État laisse faire, c'est à elle donc d'assumer les conséquences. On a eu plusieurs corps de métiers qui ont été plus ou moins les cibles. Il a parlé des assassinats ciblés. On a vu les mouvements des enseignants, les mouvements des élèves, également le départ de certaines personnes. On a des assassinats ciblés contre les élus locaux, les responsables locaux, les représentants de l'État. Tout ce qui représente l'État à un moment donné est symboliquement attaqué. À un moment donné, il faut que l'État réagisse. Maintenant, il y a aussi un dilemme qui, à mon avis, se pose. Parce qu'on ne peut pas mettre aussi un élément de force de défense et de sécurité derrière chaque citoyen de la zone nord du Burkina. Mais comment le faire? Je pense que ça passe par un maillage sécuritaire. On a vu plusieurs détachements établis dans la zone. C'est à l'armée burkinabé de trouver le moyen de quadriller efficacement la zone pour permettre déjà à ceux-là qui y vivent d'avoir ce sentiment-là, d'être rassurés et pouvoir continuer à y travailler. Je parle d'abord des autochtones. Encore plus ceux-là qui sont venus donc pour appuyer les populations donc établies dans la zone, dans les services de l'État. Donc je pense que ce travail-là doit être fait et le plus urgemment possible, parce que là, nous n'avons plus que quelques corps de métiers qui représentent l'État qui n'ont pas encore quitté la zone. Et ça ne va pas tarder si on reste toujours dans ce sentiment général dans lequel baigne tout le nord du Burkina. D'accord, on va permettre à Ouba de réagir. Non, il n'y a pas que quelques corps qui représentent l'État qui n'ont pas encore quitté le nord. Il y a pratiquement tous les services. Quel autre service a quitté le nord après Lorsque je parle de représentant de l'État, lorsque vous êtes établi dans une localité, dans un hameau dans un village, qui est le représentant de l'État pour vous? C'est d'abord l'enseignant. Il est parti. Il ne reste plus aujourd'hui que les infirmiers. L'enseignant, c'est un service. Les infirmiers ont eu des exactions. On a vu plusieurs exactions contre les infirmiers. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oui. C'est des services. C'est des services et ces services-là ont fermé dans certaines localités. Donc on ne peut pas dire que les services ont quitté. Mais quand la justice quitte, c'est fini. Il n'y a pas de TGI à Djibo. Mais il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs centres de santé. Un centre de santé peut fermer et d'autres centres de santé continuent de fonctionner. Mais quand la justice quitte, c'est la justice. C'est une institution de la République qui a fermé. Je vous dis, on n'a jamais atteint ce niveau-là qu'avec le départ de la justice, qui n'est pas quand même comme n'importe quel service. Souvenez-vous, nous avons eu ce débat ici sur le statut de la magistrature. Et sur ce même plateau, j'étais pratiquement seul à défendre le principe
que les magistrats avaient raison par rapport au fait qu'il faut les considérer comme un pouvoir et non pas comme tout fonctionnaire. Et c'est en raison de cela qu'on les a donné les avantages qui ont fait l'objet de beaucoup de débats. Et personnellement, j'ai dit ici, du point de vue principe, j'étais parfaitement d'accord avec eux sur le fait qu'il fallait les aligner sur le même pied que le pouvoir exécutif, que le pouvoir parlementaire. De ce point de vue, quand on vous octroie de tels avantages, il faut que votre responsabilité aussi soit à la hauteur justement de là où on vous a placé. Un magistrat ne peut pas se lever comme ça, de mon point de vue, quitter une juridiction pour venir s'asseoir à Ouaga parce que sa sécurité est menacée. Je vous le dis encore, si c'est cela, que l'État burkinabé prenne les responsabilités d'évacuer toute la population du Nord et qu'on cède le Nord aux terroristes. Je vous dis, non, cela est suffisamment important. Cela est suffisamment important. Moi, j'ai dit aujourd'hui, il y a des menaces sur toute personne qui vit à Djibo. Personnellement, j'ai été à Djibo, j'ai fait un reportage sur la situation sécuritaire. Je connais, par exemple, parfaitement la situation où se trouve le tribunal de grande instance de Djibo. Et je trouve que demander à ce qu'on vous donne plus de moyens de sécurité, c'est une revendication légitime. Et je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que l'État aurait dû prendre les mesures depuis longtemps. Mais on constate malheureusement que ces mesures-là n'ont pas été prises. Et ça, on le déplore, on le dénonce et on appelle l'État à justement mettre en œuvre ces mesures-là. Mais vous savez, en matière de guerre, c'est avant tout des guerres de position. Je tiens une position, l'ennemi tient une position. Le premier à céder, il perd. C'est comme un jeu d'échecs, un jeu de dames. Vous avez reculé, on va avancer. Ici, le TGI a fermé. Les premiers à apprendre que le TGI a fermé, en réalité, ce sont les terroristes. Ils ont tout de suite appris que le TGI a fermé. On note, ça c'est une étape de gagner. Et je vous dis, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut fermer un TGI et puis penser le rouvrir après. Vous rouvrez avec quel moyen? C'est plus facile de défendre une position que de récupérer après cette position. Donc on aurait pu discuter, mais bien sûr, chacun a un niveau et une part de responsabilité. Et je trouve qu'on n'en était pas arrivé au niveau où les magistrats peuvent décider de fermer le TGI et de rentrer à Ouaga. Et je félicite ceux qui sont encore là-bas. Il me semble que le procureur est là et qu'il y a des greffiers. C'est certainement des juges qui ont décidé de rentrer parce que la sécurité est menacée. Mais il y a toujours des gens là-bas. Je vous le dis. Non, mais moi je pense que quand Boukari nous dit que non, bon, c'est une façon de défendre, ainsi de suite, on a cédé. Effectivement, qui défend? Nous avons, les services sont bien répartis. Nous avons des forces de défense et de sécurité, nous avons la magistrature, nous avons les enseignants. Si vous voulez qu'on arme, par exemple, chaque enseignant dans chaque classe, ou bien chaque magistrat au niveau de Djibo ait son arme, non, mais ça c'est la défense. C'est pas le propos de pour nous ici, c'est l'État qui doit assurer. Donc oui, mais l'État n'a pas assuré la sécurité. Et là, quand je dis l'État, attendez, on va faire des précisions. Quand je parle ici de l'État, ne voyez pas l'exécutif. Je suis désolé. Si on va en venir à réduire l'État à l'exécutif, c'est-à-dire au gouvernement, on n'est même plus dans un État. Mais pour les questions de sécurité, c'est quand même... Avant tout, c'est une question de responsabilité des trois pouvoirs. L'exécutif, le Parlement, le judiciaire, qui doivent tous prendre des mesures, des actes qui permettent aujourd'hui de faire face à la situation. Dans cette affaire de terrorisme, depuis qu'on parle là, vous savez que la responsabilité de la justice, elle est très importante. D'abord, à commencer par justement pouvoir mener des investigations. Depuis là, des enquêtes sont ouvertes, on n'a pas beaucoup de résultats. Pouvoir tenir des procès, on n'a pas eu tellement de procès. Mais ça, on l'a dénoncé ici, mais pour ce cas donc l'État ici, ce n'est pas l'exécutif, c'est tous les pouvoirs réunis. Là qui n'a pas été fait. On ne peut pas continuer à dire... Oui, mais il faut demander la sécurité. Non, mais justement, est-ce que aujourd'hui vous avez dit... On ne quitte pas avant de demander la sécurité. On exige la sécurité. Le gouvernement était surpris du fait qu'on ferme le tribunal. Est-ce que depuis 2015, le gouvernement ne peut pas être surpris, mais moi, on continue à être surpris? On continue à être surpris par ce qui se passe au Sahel. Donc il faut qu'on ait le courage de dire les choses. Oui, c'est que Boukari dit. Est-ce que les magistrats ne sont pas partis un peu plus tôt? Ils ont besoin. Non, on est en personne n'était au courant réellement de leurs revendications. Ça fait plus de 2 ans. Depuis 2015. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont allés plus tôt? Non. Écoutez, il faut non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tu as fait le terrain là-bas. Quelle est la sécurité qui était assurée au niveau du tribunal de Djibo? Est-ce que vous pensez qu'avec la situation que nous connaissons à Djibo,
on peut continuer à ne pas assurer, à renforcer la sécurité au niveau des choses. Je pense que d'accord. Alors, on va écouter Paul. Si on raisonne comme ça, si on raisonne tel que vous êtes en train de dire, il faut évacuer la population. Non, moi je pense que c'est fausse. C'est pas une question d'évacuer la population. Il n'y a pas de sécurité devant les écoles. Aujourd'hui, nous on est à Ouaga ici. Dans les centres de santé. Non, on est à Ouaga on n'est pas sécurisé, on a frappé état-major. Non, mais attends, tu as dit ici qu'on doit aligner la magistrature au même titre que l'exécutif. C'est des pouvoirs. Voilà, c'est des pouvoirs. Le premier ministère n'est pas gardé. Qui est au premier ministère? Conscient, là, il n'y a pas des gens qui sont là-bas. Le débat n'est pas sur le fait. Non, mais si on les aligne, j'ai été le premier à intervenir ici. La sécurité doit suivre si c'est pas. J'ai été le premier à intervenir ici et ma première intervention, c'était de dire justement que s'il y a une revendication qui est bien légitime et fondée, c'est justement le fait de demander à ce qu'on vous sécurise. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que le TGI soit gardé seulement par des gestes. On ne quitte pas avant de demander ça. Peut-être que ce qu'il faut Il faut mettre les moyens d'avoir la sécurité. C'est que les magistrats qui ont quitté à l'occasion de leur réunion ont dit avoir demandé à plusieurs reprises à l'autorité d'assurer leur sécurité. Ils n'ont pas vu venir les mesures de sécurité. Vous étiez au courant de ça avant? Oui, ils l'ont dit à l'occasion de leur AG. Mais ça, c'est maintenant, nous l'apprenons. Nous l'apprenons maintenant, on n'est pas censé tout savoir. Non, on aurait dû l'apprendre avant. Mais non, ce qui a manqué peut-être... Non, mais peut-être, monsieur Ouba... Il n'y a pas de raison qu'on nous le dise après coup. Ce qui a manqué et ce qui justifie... Il n'y a pas de raison qu'on nous l'apprenne après coup. Ce qui a manqué, ce qui justifie la surprise, c'est tellement ce qu'il n'y a pas eu de préavis de fermeture. Ça a surpris tout le monde, cette fermeture. Mais à l'occasion de leur assemblée générale, ils ont dit clairement qu'eux, ils ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement de renforcer la sécurité pour leur permettre de continuer leur travail. On les prend au mot et cette sécurité n'a pas été rassurée. Maintenant, cette sécurité, cette demande de renfort de sécurité, on n'a pas besoin de la médiatiser. Ils l'ont dit, ils l'ont demandé à plusieurs fois. Non, c'est médiatique parce qu'aujourd'hui, ça devient un événement avec la fermeture du tribunal. Mais ils n'ont pas besoin de dire ça à tout le monde. Ils disent à la personne concernée, je crois, si les magistrats, si le personnel du TGI... Non, si le personnel du TGI de Djibo a demandé à l'autorité d'assurer sa sécurité et que ça n'a pas été fait. Les personnes n'étaient pas obligées de le dire à tout le monde parce que l'interlocuteur principal, c'est l'autorité ici. On les prend au mot. On a dit ça a été demandé, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, la situation sécuritaire à Djibo, c'est quoi? Tous les gens qui habitent là-bas n'ont pas les mêmes niveaux de menaces. Ça, il faut le dire. Les populations lambda, c'est-à-dire les populations lambda n'ont pas les mêmes niveaux de menaces que ceux qui représentent le symbole de l'État. Jusqu'aujourd'hui, les morts qu'on a enregistrés, ce sont les populations. J'en viens. Ce sont les élus locaux. Oui, justement. Ce sont les forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas encore eux. Je sais, mais il faut voir que chaque assassinat... Non, il ne faut pas attendre. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas le même niveau de menace. Il y a la menace sur toute personne qui vit à On sait que les terroristes attaquent au symbole de l'État. Et les symboles de l'État, c'est quoi? C'est les enseignants, les infirmiers, les magistrats, les forces de défense et de sécurité aujourd'hui. On a connu également, comme vous l'avez dit, quelques populations civiles qui ont été abattues. Maintenant, ce sont des assassinats ciblés. Si ce n'est pas les attaques qui viennent comme ça, généralement, ce sont des assassinats ciblés. Chacun sait, je crois, dans la localité de Djibo, quel degré d'insécurité il pèse sur lui. Si aujourd'hui, les magistrats ont décidé de quitter pour sauver leur peau, je crois qu'il y a de bonnes raisons à cela. Et ce sont ces raisons qu'il faut creuser pour comprendre. Parce qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait un assassinat crapuleux pour le dire. Parce qu'aujourd'hui, je comprends un peu l'idée de Ouba. Nous sommes dans une dynamique où face aux terroristes, on doit s'armer de courage. On est d'accord. On doit s'armer de courage. Tout le monde, c'est ce que d'ailleurs le gouvernement demande à tout le monde. Mais rappelez-vous que le 15 janvier 2016, les terroristes ont frappé, on a dit on reste debout. Le 13 août 2017, ils ont frappé, on dit on reste debout. Le 2 mars, ils ont frappé encore, on dit on reste debout. Remarquez aussi que ceux qui disent on reste debout, ce sont ceux qui sont vivants. Il y en a qui sont morts. Aujourd'hui, ils sont morts, on les a enterrés à Gunguin. Donc, on ne peut pas continuer dans cette dynamique de ramasser les morts dans le Nord. Non, pas ça. On ne doit pas continuer dans cette dynamique de se contenter de ramasser les morts et de venir les enterrer. C'est pour ça que je dis et je répète. C'est pour ça que je dis et je répète, le problème aujourd'hui, c'est que la mobilisation des forces de défense et de sécurité dans le Nord n'est pas suffisante pour assurer ceux qui travaillent là-bas. Il faut le faire. Oui, on a dénoncé ça. C'est pour ça que c'est à ce niveau qu'il faut agir. Il faut renforcer le dispositif là-bas. Ce n'est pas encore suffisant. Si c'était suffisant, on n'allait pas avoir ces départs massifs d'enseignants, ces fermetures de TGI, des commissariats de police qui se ferment. Voilà le problème. Une dernière intervention, pour rappeler que ce n'est quand même pas la première fois. Et si on parle d'une situation assez exceptionnelle, parce que la menace, elle est de nature terroriste. Souvenons-nous qu'à Manga, non loin d'ici, pour un conflit entre les magistrats et des civils, des populations au niveau local, le TGI a fermé. Ça a été vandalisé, hein?
Oui. Ça a été vandalisé avant Mais je d'être vous le fermé. dis, vandaliser, ça n'amène pas des magistrats à fermer, à prendre un communiqué, à interpeller l'exécutif. Mais là, c'était une mesure de revendication. C'était un cas différent. On n'arrête pas de séparer. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. On n'en vient pas à fermer les TGI. Que là-bas, il ne s'agitait pas de menaces terroristes, c'était juste... C'était une revendication syndicale. C'est-à-dire qu'il y avait un fait qui est là. Ils ont été jusque dans les lieux de service. Ça n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de conduire. Ils ont estimé on n'a pas besoin d'aller jusqu'à la fermeture d'un TGI. de cette manière. Le cas est différent de là où tu demandes à des c'est pour fonctionnaires de multiplier l'État les cas. Si c'était pareil, je n'aurais pas cité ça. C'est pour multiplier les cas. Pendant que l'État est absent. C'est ça le problème. Multiplier les cas. Pourquoi, à quoi bon un magistrat comme l'État est absent. Si l'État est absent, c'est évacuer les populations tout seul. On a compris en tout cas les différentes positions sur ce sujet. Ça fait au moins le deuxième cas. On va avancer. On a compris vos différentes positions. Chacun a pu s'exprimer sur le sujet et défendre un peu sa position. Il faut qu'on avance parce qu'on est pris par le temps. On va parler donc de ce communiqué de l'état-major général des armées qui dit avoir mené des opérations au nord et à l'est du Burkina Faso par des unités. Alors et ces opérations ont permis de saisir du matériel, d'interpeller de nombreux suspects, d'arrêter des individus recherchés et de neutraliser des engins explosifs. Alors, on a l'impression qu'il n'y a pas assez d'action, en tout cas sur le terrain, mais alors ce communiqué qui vient au moment où le tribunal de grande instance de Djibo est fermé. Alors, qu'est-ce que vous pensez en tout cas de ce communiqué avec les résultats qui ont été atteints? Alors, vous avez déjà répondu à la question, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actions qu'un tel communiqué fait débat, fait polémique. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a communiqué. Sinon, en temps normal, ça rentre dans l'ordre normal des activités des forces de défense et de sécurité. Néanmoins, il faut dire bravo à ces forces de défense et de sécurité qui abattent ce travail-là, parce que ce n'est pas facile. On essaie de se mettre dans leur peau. On comprend très bien que c'est assez compliqué avec les moyens limités, mais le courage seul ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai dit il faut évidemment que l'on renforce tous les dispositifs à ce niveau pour permettre d'avoir des résultats comme ce que l'on a connu. Et ça s'est encouragé en tout cas pour les populations qui sont là-bas. Et ce sont des éléments comme ça que l'on peut prendre pour encourager ceux qui sont là, qui vont avoir le sentiment qu'ils sont véritablement protégés et non pas laisser les populations à leur sort comme ce qui est arrivé à Djibo. Oui, Koundjiro. Oui, je pense que comme il l'a dit, c'est des communiqués qui rassurent davantage. C'est vrai que, comme on dit, l'armée c'est la grande muette, mais les donnes ont changé. L'armée parle plus même que les citoyens aujourd'hui, donc c'est normal que, voilà, que les journalistes, c'est normal que ces gens de communiqués viennent quand même un peu nous donner de la fierté, de la sécurité. Mais il faut, comme on l'a dit, nous disons toujours, chacun doit remplir son devoir fidèlement et avec rigueur. Si aujourd'hui l'armée a les moyens qu'il faut et que c'est sur le terrain qu'eux ils ne font pas le travail, on va le dénoncer. Mais on ne va pas dire aussi à un militaire d'aller s'arrêter devant comme ça ses ennemis sans armes ou bien avec une arme des années 1900 face à quand même une technologie très avancée de ces terroristes. Donc, il faut vraiment qu'à tous les niveaux, que ce soit l'exécutif, que ce soit le législatif, que ce soit nous citoyens, que nous puissions travailler de sorte à ce que chacun soit fidèle à son poste. Mais nous remarquons que nous qui sommes à Ouagadougou souvent, et surtout dans des coins bien climés, et c'est nous qui parlons de courage et de patriotisme. C'est ça. C'est surtout nous. Mais ceux qui sont sur le terrain là, et ils sont face au danger chaque jour. C'est nous, on est assis, on envoie les leçons, les stratégies, ainsi de suite, mais allons sur le terrain. Donc si les moyens vont trouver les militaires sur le terrain, vous allez voir que nous avons des patriotes, nous avons des soldats qui sont capables de mener le combat, de faire en sorte que notre pays puisse se sentir en sécurité. Mais si les militaires, les forces de défense doivent se retrouver face au danger, comme ce que nous avons connu avec l'attaque du café Istanbul où le bouclier a cédé, non, on ne va pas aussi continuer à dire, voilà, allez-y, allez-y. Non, il faut donner les moyens aux hommes et nous allons voir que notre armée est capable de faire face à ces dangers que nous connaissons aujourd'hui. D'accord, oui, Hyacinthe, réaction très rapidement. Alors, comme on le dit, dans ce milieu, moi je trouve que c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce que malheureusement, en 6 mois, c'est le deuxième communiqué déjà qu'on a. On aimerait avoir le plus souvent. En 2018, c'est le premier communiqué déjà, le dernier date de décembre. Donc, je pense que c'est ce genre de sorties qui peuvent travailler. On a parlé du sentiment de sécurité dans lequel
duquel ont besoin ces populations-là déjà qui vivent dans ces zones-là. Donc, c'est ce genre de sortie de la Grande Muette, parce que, contrairement à Cambouis, je trouve que la Grande Muette ne parle toujours pas. C'est toujours de communiquer aussi sec que ça. Vous n'aurez personne autour de ce communiqué-là pour réagir, pour vous expliquer les points. On vous dit des agents explosifs ont été neutralisés. Quel genre d'agents explosifs? On a une centaine de personnes. De quel genre de personnes il s'agit? Parce qu'on sait que dans ce genre de personnes recherchées qui ont été interpellées. Non, il y a des personnes recherchées dans les personnes arrêtées, mais c'est une centaine de personnes d'une manière générale. Quelles sont les qualités, justement, qui sont les personnes recherchées. Et on sait que lorsqu'on fait ce genre d'opération, on peut prendre également des personnes plus ou moins innocentes que l'enquête permet de libérer pour la suite. Tout cela, vous n'aurez aucun commentaire dessus au niveau de l'état-major des armées. C'est juste le communiqué. On vous avoir toujours communiqué qui a des termes militaires. Donc je pense que cette façon de communiquer également, il va falloir la revoir. Je ne compare pas, comparaison n'a pas raison, mais le fait est là que, en tout cas, dans d'autres forces qui agissent dans la même zone, vous avez toujours un standard qui vous répond, qui répond à vos questions. Pour ne pas le citer, notamment la force Barkhane, vous avez un standard qui vous répond. Maintenant, je sais qu'il y a plusieurs étapes à franchir dans la manière de communiquer de notre armée, mais il faut que ça soit collé à ce genre d'actions qui ont le mérite de pouvoir rassurer tout le Burkina d'une manière générale, et même nos partenaires étrangers, que notre armée gagne aussi sur le terrain. Parce que tout le temps, vous avez de l'autre côté, toujours comparé, mais lorsque c'est les terroristes qui agissent, vous avez tout un bataillon médiatique qui est fait, vous avez les revendications, ensuite vous avez le portail de ceux-là qui ont attaqué, ensuite vous avez tellement de tapage médiatique, bien que l'opération est finie, que lorsque on a enregistré de telles victoires, il faut qu'on ait le même tapage médiatique autour. Ça permet de renforcer le sentiment de sécurité et ça permet de rassurer que tout n'est pas perdu dans ces parties du Burkina. Oui, Owoba. C'est un communiqué qui, normalement, ce n'est pas un événement. Je crois quand même qu'il y a eu des occasions où on a annoncé des arrestations, des prises comme ça. Mais cela est très important de toujours faire des communiqués lorsqu'on arrive à réaliser des prises. Vous savez, avant de perdre la guerre, on perd la guerre de la communication. C'est très important qu'effectivement on continue d'entretenir effectivement l'esprit de l'opinion par rapport aux actions qui sont menées sur le terrain par nos forces de défense et de sécurité. Vous savez aussi, ces terroristes-là sont connectés et ils ont toujours l'information. Donc, quand on arrive effectivement à leur porter un coup, il faut que nous aussi, effectivement, on s'exprime par rapport à ça. Maintenant, sur la stratégie de l'armée, ce communiqué, en réalité, vient plus ou moins confirmer quelque chose qu'on savait déjà. L'information devant toujours l'armée. Vous commencez à apprendre, il paraît que les militaires ont mené une action, il paraît qu'on a pris des gens, on a abattu des gens, et puis après le communiqué vient juste pour plus ou moins donner l'information officielle. Et comme Yassine le disait, on remarque que le communiqué il est très limité. Pour nous journalistes, bon voilà, ça s'arrête là, mais on a besoin effectivement de dire exactement en termes de prise, qu'est-ce que ça constitue, quelle est la qualité des personnes qui sont arrêtées. Il ne faut pas que ce soit des soufis, des munis frétins, si effectivement, parce qu'on a même parlé de quand même quelqu'un d'une certaine carrure importante qui aurait été pris à un certain moment, on n'en sait pas grand-chose. Donc je pense qu'on a besoin de certains détails qui doivent aller au-delà du simple communiqué qui nous est régulièrement servi lorsqu'il y a des prises. D'accord, il faut qu'on avance dans le débat, l'heure avance très vite. On va parler toujours donc, de cette situation, notamment avec le comité de veille parlementaire qui a largement parlé donc, de la situation sécuritaire lors de sa conférence de presse en début de semaine. Alors, ce comité s'est également exprimé sur le dossier, en tout cas du push manqué, selon les conférenciers. Donc, ils disent avoir en tout cas constaté que 2 ans après donc, les faits, alors la justice se fait toujours attendre. Alors, est-ce que c'est votre sentiment quand on sait que alors, le dossier est déjà, en tout cas devant les magistrats, devant le tribunal? Alors, la reprise, c'est pour le 9. Voilà, mais alors, juste un mot sur cette sortie, en tout cas, du comité de veille parlementaire. Sur ces différents points, je pense qu'ils ont dit ce que nous savions déjà. C'est un débat qui est épuisé, on en a parlé longuement ici, sur la question du dossier du putsch manqué. Et c'est le sentiment de l'ensemble des Burkinabés que de constater que les choses n'avancent pas très vite. On aurait souhaité voir les choses aller plus vite que ça. C'est également la question de l'insécurité dont on a parlé un peu plus tôt. Mais là où je pense que ce comité de veille a vu juste, c'est la question de la non-application des textes
qui ont été adoptés sous la transition. Parce qu'il faut rappeler d'ailleurs que ce sont des parlementaires de la transition surtout qui se sont réunis au sein de ce comité. Parce que d'abord, je salue même l'existence de ce comité. Il est important de savoir que des hommes et des femmes qui se sont mis ensemble à un moment donné et pour la vie de la nation se retrouvent pour jouer un peu le rôle de veille. Ça participe en tout cas de la veille citoyenne, c'est très bien. Et ils ont rappelé effectivement que sous la transition, beaucoup de textes aussi révolutionnaires les uns que les autres ont été adoptés. Et maintenant, ça a fait gonfler les espoirs des Burkinabés. Et juste après la transition, ces textes sont devenus comme des serpents dormants, ce n'est pas actif, soit parce que les textes n'ont pas été promulgués, soit parce qu'il n'y a pas de décret d'application. Donc finalement, on a l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc il était important, à mon avis, qu'il rappelle à l'opinion publique que des textes ont été adoptés. La loi la plus emblématique, à mon avis, c'est la loi sur la corruption, qui aujourd'hui n'a pas d'effet. On a inclus le délit d'apparence, mais on ne voit rien sur le terrain. Donc c'est tout à fait normal qu'ils attirent l'attention des uns et des autres sur ces aspects. Je vais dans le même sens que Paul pour dire que c'est vraiment bien que des gens se réunissent pour... et moi, quand j'ai vu effectivement la conférence de presse, parce que je trouve que face à nos défis, nous ne sommes pas suffisamment mobilisés. Et donc, quand on a des gens comme ça qui peuvent sortir, faire une analyse de la situation et faire en sorte que nous puissions nous mobiliser davantage pour affronter nos défis, je pense que ça nous fait avancer. Comme il a dit, par rapport à l'application des lois, c'est là que nous pêchons. Et surtout que ce pouvoir pêche. Parce que nous avons vu qu'avec la transition, et je comprends pourquoi les hommes politiques, en réalité, ont travaillé à pourrir la transition pour que la transition finisse vite et qu'ils reviennent prendre les choses. Et voilà qu'on n'avance pas. Parce que nous avons l'impression que la démocratie en Afrique, en réalité, est notre problème. Dans toutes les démocraties africaines où chacun veut jouer à la fin de son mandat, faire en sorte de pouvoir rester toujours, Bon, je prends un exemple. Pendant que des gens quittent le Nord, pendant que ça chauffe au Nord, pendant que nous avons besoin que le peuple se mobilise, c'est en ce moment que, par exemple, le parti au pouvoir trouve moyen d'organiser ses militants pour organiser des meetings régionaux de soutien. Mais ça, donc je pense que qui n'a pas de lien avec ce que non, mais c'est un lien, c'est la vie de la nation. Donc je pense que quand on n'est pas... Un meeting à Djibo serait bien. Voilà. Pourquoi ils ne vont pas à Djibo pour dire aujourd'hui, par exemple, par rapport aux écoles qui ferment, est-ce que, par exemple, ce parti-là pouvait dire, bon, que chaque Burkinabé ou bien que chaque militant du MPP accepte d'accueillir un enfant de Djibo ou bien du Sahel chez lui pour passer l'examen. Et vous allez voir que des Burkinabés vont se mobiliser pour dire, moi j'accueille un élève, moi je prends 2 élèves, ainsi de suite, ou bien je mets de l'argent pour que tel élève puisse aller. Nous sommes prêts à le faire. Mais il faut quand même que ceux qui sont habilités à mener ce genre d'action bien réfléchie le fassent, que d'organiser par exemple des mais ça n'a situations pas de lien avec les Donc, lois qui ont été votées sous la transition j'en viens. et qui n'ont pas été Aujourd'hui, mises ce en application. qu'on veut, c'est des gens qui se mobilisent comme ça. Ça a un lien. Quand quelqu'un parle, il faut aller jusqu'au bout pour comprendre le lien qui est fait. Par rapport à ceux-là qui se réunissent pour appeler à l'application de la loi et à l'avancement rapide de la justice. Donc, quand je dois choisir entre ces deux positions, il n'y a pas de débat. Donc, moi, je pense que nous devons nous mobiliser sur ce qui nous unit davantage, sur ce qui concerne la vie de la nation. Nous allons passer, mais ce pays-là doit rester à nos enfants. Donc, mais ce n'est pas avec des meetings de soutien que nous allons construire ce pays. C'est avec des appels de soutien. Mais ça, c'est des activités des partis. C'est tout à fait normal qu'on organise des meetings. On a vu dernièrement beaucoup de partis. Mais c'est ça qui nous a conduit à 2014. On ne peut pas revenir encore dans cette merde-là. C'est ça qu'il faut éviter. Hyacinthe, un mot sur cette conférence de presse. Je suis quand même un peu circonspect par rapport à la sortie de ces parlementaires de la transition. Parce que pour moi, il ne faut pas mélanger tous les œufs aussi dans le plat. C'est-à-dire qu'on a malheureusement de plus en plus ce genre de sorties. Chacun, vous recevez les demandes de couverture dans ses écrits, veut s'exprimer sur la situation nationale. On n'a pas demandé l'avis de tout le monde sur la situation nationale. Vous n'avez pas besoin, vous avez plusieurs canaux pour le faire. C'est-à-dire que lorsque vous avez, pour moi, des personnes ressources en une matière ici, c'est bien les 108 lois qu'ils ont adoptées pendant la transition. Où en est-on? Quels ont été les mécanismes qu'ils ont mis en place pour pouvoir parvenir à l'application? Parce que certaines de ces lois, comme l'a dit Kambou, pourraient aider à résorber certaines situations aujourd'hui. Où en est-on aujourd'hui? Je pense que rester cantonné à cela,
reste assez... permet d'apporter plus dans le débat que d'essayer de brasser toute l'actualité pour donner son avis. On parle du procès du putsch qui a enclenché, quoi qu'on dise, on connaît déjà les points de vue. Bien sûr, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une conférence de presse pour savoir que les Burkinabés attendent de savoir qui a fait quoi en septembre 2015. On a l'insécurité. Vous donnez votre point de vue. On a donc décortiqué le sujet ici bien avant. Parler de l'affaire Barry. Bien sûr, en disant qu'ils attendent d'être édifiés. On sait bien que Simon l'a dit, on attend tous d'être édifiés. Moi, je pense que c'est des choses qui n'ajoutent pas, qui diluent en fait leur action s'ils étaient restés concentrés sur l'application de ce. Il y a plusieurs textes qui sont... On a, en tant que journaliste, nos fameuses lois en termes d'accès à l'information qui sont toujours restés dans les starting blocks. Donc, je pense que s'ils étaient restés autour de ça, on allait avoir plus d'éléments, assez probants en tout cas, qui apportent à l'avancée du débat. Maintenant, je reste toujours d'accord avec Kambou sur le point des initiatives qu'il faut, des initiatives citoyennes qu'il faut dans ce cadre de lutte en général contre le mal qui est là maintenant, le terrorisme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester aussi à dire que c'est l'État qui doit agir. Qu'est-ce que moi je fais en tant que citoyen pour pouvoir permettre déjà à mes frères du Nord de savoir que je suis solidaire avec eux? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas vu, je l'ai même souligné dans un édito, on n'a pas vu ce fameux... Lorsqu'il s'agit d'attentats à Paris, on voit un hashtag sur les réseaux sociaux, je suis Paris. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu un hashtag je suis Sahel qui prospère, ou je suis Djibo, ou qui permet en tout cas de savoir qu'il y a des gens qui s'intéressent au cas, qui attirent l'attention sur ce qui se passe au Sahel. Et aussi, on a vu le gouvernement mobiliser contre le paludisme avec tout un bataillon de tissus donc à Kossiam. On n'a pas vu de conseil de ministres délocalisés à Djibo. Je pense qu'il y a autant d'actions qu'on peut faire. Il y en a plein, on ne peut pas les lister ici, mais qui vont permettre chacun à sa manière d'apporter sa pierre à cette lutte collective. D'accord. En tout cas, ils ont parlé également de malgouvernance. Ils ont dit qu'ils sont contre la multiplication donc, de certaines institutions. Ils ont parlé du CIS, en tout cas qu'ils pensent inopportun, si on peut le dire. Il faut le supprimer tout simplement selon eux. Ils ont parlé du comité de veille pour la tradition. Donc. Ils ont également parlé donc, du poste de haut représentant du chef de l'État qu'il faut supprimer selon eux. Alors, Woba, qu'est-ce que vous avez pensé très rapidement de cette conférence de presse? C'est difficile d'empêcher des Burkinabés de donner leur opinion sur une situation nationale. Tous les jours, quand vous suivez chacun, l'occasion, la tribune qui lui est offerte, voilà, il dit ce qu'il pense, son avis. Ça, c'est le droit le plus absolu de tout Burkinabé. Maintenant, effectivement, je partage l'avis de mes confrères sur le fait que quand vous regardez le comité d'éveil, on ne sait pas exactement c'est quoi leur priorité. Peut-être parce que nous, on ne les connaît pas assez, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont assemblés comme ça, ils ont décidé de rester soudés et de chaque fois que la situation peut-être le commande, qu'ils puissent faire une sortie. Alors qu'il faut qu'on ait des objectifs précis. Si c'est consolider les acquis du CNT, en termes notamment de cadre législatif, comme toutes ces lois qui ont été adoptées. Nous étions en atelier il y a 2 jours où on a évoqué beaucoup de ces lois, et une des lois qui nous intéresse particulièrement en tant que journaliste, la loi d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, qui est une loi citoyenne tout simplement. Voici une loi aussi belle que ça, et même révolutionnaire, qui a été adoptée, qui ne connaît pas de mise en œuvre. L'Agence nationale d'accès à l'information publique et aux documents administratifs n'est pas encore installée. Il n'y a pas de décret d'application. On n'en parle pas. Aujourd'hui, on parle de la question du foncier, du logement. Or, on sait qu'il y a une loi qui a été adoptée sur le bail locatif. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, il y a tellement de lois comme ça qui ont été adoptées qui sont carrément tombées dans les oubliettes. Donc, en tant que comité de veille du CNT, qu'est-ce que le CNT a fait? C'est adopter les lois, puisque c'est quand même une des missions régaliennes d'une Assemblée nationale. Donc, ils ont adopté des lois, veiller à ce que ces lois-là, effectivement, puissent être mises en œuvre ou bien les expliquer largement à l'opinion. Je pense que ça, c'est un objectif très important, que si, effectivement, on veut embrasser un peu plus large. Juste en 30 secondes, parce que... En 30 secondes, vraiment, juste ajouter qu'au-delà de faire cette déclaration, ce comité gagnerait, à mon avis, de mener des démarches concrètes pour voir jusqu'à où on en est avec l'application de ces textes. Parce que c'est extrêmement important. On avait beaucoup d'espace sur la transition. C'est bon de faire les déclarations de rappel, mais il faut aller vers l'Assemblée nationale actuelle, il faut aller vers le gouvernement pour voir qu'est-ce qui bloque dans l'application de ces textes. C'est assez important de faire des actions concrètes sur le terrain. Alors, troisième sujet, l'État a vendu 10% de ses parts qu'il détenait dans la société
Onatel à Maroc Télécom, qui détenait déjà 51% du capital de cette entreprise depuis sa privatisation en 2006. Alors, quel commentaire vous inspire donc la cession donc, des 10% de l'État à Maroc Télécom? Koungheuro. Nous sommes un pays de consommateurs. Donc moi, je suis étonné même que les gens s'étonnent qu'on ait vendu ça. Je ne savais même pas qu'il nous restait 10%. Qu'est-ce qu'il nous reste dans ce pays qu'on n'a pas encore vendu? C'était plus que 10%. Voilà, bon, je pense qu'on n'a pas de vision. On n'a pas de vision, donc c'est normal qu'on donne à des gens qui veulent gagner de l'argent, qui ont de la vision. C'est un domaine très important pour notre pays, qui devait quand même l'Onatel. Mais on a tout vendu. Bon, on va continuer. Comme ce qu'on a vécu avec à l'époque, quand il y avait une crise au niveau de la Brakina, le monsieur a pris son avion et il est venu, quand il est sorti de son audience avec les autorités, il a dit, bon, il les a menacés et puis voilà, ils ont compris et puis voilà. Vous voyez, et on sort après, on dit, nous sommes un État souverain. La souveraineté, là, ce n'est pas dans la bouche. D'accord, on a compris votre position très rapidement. Yacet, oui. Alors, malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas encore pu avoir le gouvernement pour nous expliquer les raisons qui ont abouti à la vente de ces 10%. On a essayé plusieurs, personnellement, donc, au niveau du gouvernement de là-bas. Pour l'instant, on n'a pas la version du gouvernement. Le fait est là que moi, ce que j'analyse avec ce que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on perd encore un peu plus cette maison qui était la nôtre. On a cédé 51%. On a vu un peu une levée de bouclier entre-temps du syndicat national de télécommunications qui reprochait un certain nombre de choses à l'organisation qui chapeautait maintenant cette maison. On cède encore une part de marché de 10%. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi les revendre à Maroc Télécom plutôt qu'à un opérateur burkinabé qui voudrait bien le reprendre. Vraiment, ce sont les questions que j'ai à l'heure actuelle qui méritent d'être explicitées au niveau du gouvernement parce que je n'arrive pas à comprendre. S'il y a le besoin financier ou le besoin économique de vendre ces parts, pourquoi les vendre et encore conforter la position d'actionnaire majoritaire de Maroc Télécom au sein de l'Onatel, qui malheureusement a encore, lorsque vous prenez par exemple le syndicat a réagi par rapport à travers un communiqué, ils reviennent sur certaines choses, notamment la question des investissements, des infrastructures, la question des ressources humaines à l'interne, de recrutement. Et ces questions ne sont pas établies. Vous renforcez encore le pouvoir de ces personnes à l'intérieur. Ça veut dire que tout cela, ça ne va pas aller. Et nous, simples consommateurs, on va faire que subir parce que désormais, je ne vois pas quel va être le vrai pouvoir de l'État sur cette maison si demain on a des désagréments. D'accord, oui, Paul Miki. Il faut rappeler qu'en 2006, les objectifs, à mon avis, étaient nobles. Lorsqu'on avait annoncé la privatisation de l'Onatel, devenu l'Onatel SA depuis lors, parce qu'on avait estimé qu'il fallait confier ça à un privé qui allait mettre l'accent sur les investissements, sur la qualité du service rendu aux populations, parce qu'il fallait accroître donc les investissements. Mais depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, cela a été dénoncé plusieurs fois par le syndicat, on n'a pas vu d'investissement de grande nature au niveau de l'Onatel. C'est comme si Maroc Télécom était venu s'appuyer sur les installations de Onatel et puis faire du business dessus et faire simplement du rapatriement de capitaux au Maroc. Ça s'est limité là. On s'en fout éperdument de la qualité du service fourni aux consommateurs. On s'en fout du suivi des travailleurs. On ne fait que de faire du profit seulement sur la société et partir. Ça a été dénoncé. Non seulement ce problème n'est pas réglé, mais pire encore, on voit que Maroc Télécom, qui était déjà actionnaire majoritaire, prend 10% des parts. Et je suis d'accord avec Yassine que si l'État voulait vendre ça, il aurait pu le vendre à un opérateur privé. Ça aurait permis en tout cas d'avoir un certain contrôle et puis de garder les fonds à l'intérieur du Burkina. Il a également posé une question. Qu'est-ce qui a motivé le gouvernement justement à procéder à cette vente à la limite en catimini parce que ça a surpris tout le monde. On a été comme ça, on n'a pas fait l'objet de communiqués préalables. On a été tous surpris de voir que 10% sont allés donc, au niveau de Maroc Télécom. La réponse peut-être que le gouvernement avait besoin d'argent
de l'argent frais parce que ça fait quand même 400 millions d'euros. Si, on parle de 27 milliards. 400 millions d'euros. Oui. 400 millions d'euros, oui, environ 27 milliards de francs CFA. On s'est dit que le gouvernement avait besoin rapidement de cet argent pour boucher des trous parce qu'on connaît un peu les difficultés, surtout avec la grogne sociale. Mais il faut penser à l'avenir de cette société qui est vraiment une sorte de monopole, comme c'était le leader des télécommunications pour reprendre son slogan. Mais aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on va. Qu'est-ce que deviendra le Natel SA dans 10 ans? C'est autant de questions que l'on se pose. Alors que Maroc Télécom n'a pas respecté les cahiers des charges, c'est Maroc Télécom encore qui a 10%. Alors les syndicats ont raison totalement, à mon avis. D'accord. Une dernière réaction sur ce sujet? C'est peut-être un faux sujet qui relance un vrai débat sur la question de la privatisation dont on a longtemps parlé dans ce pays. Les privatisations, surtout pour nos pays, c'est quelque part mauvais, non pas dans le principe même, mais parce que vous vous rendez compte que toutes les privatisations au Burkina, c'est comme si on vendait le pays à l'étranger. Parce qu'au niveau national, vous ne trouvez pas de vrais repreneurs. Donc les sociétés qui sont privatisées sont vendues justement à des entreprises étrangères. Donc finalement, on va se retrouver sans avoir d'entreprise nationale. Et les passes, avec toutes les privatisations qu'il y a eu, ont fait beaucoup plus de mal à notre pays, à notre économie, que de bien. Il y a carrément des sociétés qui ont disparu. Et pour parler du cas de Lonatel, pour moi, il y a un manque de vision. Manque de vision, parce qu'aujourd'hui, le domaine des télécommunications, c'est suffisamment stratégique. Je crois qu'on a eu la preuve avec une grève qui était arrivée à Lonatel et les services avaient arrêté de fonctionner pendant 72 heures ou un peu plus. On s'était rendu compte que c'était devenu impossible de travailler. Les services publics, les services privés, les individus, on ne pouvait rien faire. Donc quand vous tenez un service, les banques, tout était arrêté. Quand vous tenez un service aussi stratégique et que vous prenez ça pour vendre à un privé, je crois que c'est suffisamment grave. C'est suscité, un privé étranger. Donc, on a déjà commencé en cédant plus de 50%. Donc, ça veut dire qu'on n'était plus majoritaire. Donc, si on pense même qu'on aurait pu vendre les 10% à un investisseur au niveau national, ce n'est peut-être pas possible parce qu'à Lonatel, ce n'est plus nous qui décidons. Nous n'avons pas le capital majoritaire, mais c'est détenu par. Mais ce sont nos parts. On peut décider à qui on vend nos parts. Mais enfin. C'est pas Maroc Télécom. Maroc Télécom peut aussi ne pas accepter n'importe qui dans son capital. Il y a un conseil d'administration et si vous n'avez pas une voix prépondérante dedans, vous ne pouvez pas décider de faire ce que vous voulez. Voilà. Non, je parle de la vente des parts de l'État. L'État est quand même libre de décider de vendre ses parts à qui il veut. Et si je suis majoritaire, je n'accepte pas aussi qui je ne veux pas. Ça aussi, ça peut être un débat. De ses parts, ça peut être un débat. Non, je collabore avec qui je veux. C'est pour vous dire seulement que depuis 2006, nous avons perdu Onatel. Parce que ce n'est pas notre voix qui est prépondérante là-bas. On aurait pu garder le capital national tout simplement. Si on l'a vendu, aujourd'hui, on accepte que ces gens-là continuent de nous dicter leurs lois. Et ça, aujourd'hui, on est en train de se soumettre. Que ça ne soit plus Onatel parce que ce n'est plus un office national des télécommunications. SA, c'est quoi? Il y a cela. Et quand vous allez à Lonatel, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas eu d'investissement. Quand vous regardez par rapport à toutes les autres téléphonies, c'est à Lonatel vous arrivez. Vous trouvez quelqu'un, un cadre, qui a 10 ans, 15 ans de service, qui est assis en train de vendre des puces. Mais c'est ridicule. Le même appareil une personne aussi expérimentée ne peut pas s'asseoir pour vendre des puces. Lonatel doit 7 milliards à l'État par rapport à ce dossier d'investissement sur certains équipements, notamment le rapport de Telmom à Lonatel. Donc je pense que ce dossier n'a pas été résolu. Ça et va on a faire encore l'objet de débats. En tout cas, on va alors on n'aura pas le temps pour en dire davantage. On va permettre à Boukari de garder la parole et de dire un mot donc, sur la mise en examen. Nous sommes en page internationale de Vincent Bolloré. Il nous reste 2 minutes pour terminer. C'est un sujet à la fois international, mais peut-être national ou africain. Moi, j'aurais souhaité poser le problème autrement. Ce n'est pas Bolloré qui m'intéresse. Ce sont les présidents Alpha Condé et Faure Gnassingbé qui m'intéressent. Parce que c'est eux, en réalité, Bolloré n'a pas, il ne s'est pas trop décarcassé, voilà. Il n'a pas eu trop de peine à pouvoir avoir ces concessions-là. Ça lui a été cédé par nos chefs d'État, par nos autorités. Et donc, dans ce cadre-là, si on a la chance au moins que Bolloré est poursuivi chez lui, il faut que chez nous, nous poursuivons aussi les complices, sinon les vrais responsables
qui sont exactement ces chefs d'État-là, Alpha Condé et puis Faure Gnassingbé. Donc j'espère que ces gens-là, peut-être aujourd'hui parce qu'ils ont la chance d'être au pouvoir, au moins lorsqu'ils vont quitter leurs fonctions, que leur pays, en toute souveraineté, vont pouvoir engager des poursuites contre ces gens-là. Alors oui, très rapidement, en 30 secondes, Paul Miki. La même chose que je pensais, parce qu'on a fait un scandale international en France autour de Bolloré, alors qu'ici, nous sommes en matière de corruption. Tout le monde sait que quand on parle de corruption, il y a le corrupteur et il y a le corrompu. On ne parle que du corrupteur, on ne parle pas aujourd'hui du corrompu. C'est vrai que ça peut ne pas intéresser la France, qui mène le débat aujourd'hui, mais à l'interne, on doit mener le débat pour voir quelles ont été les responsabilités de nos chefs d'État, notamment Alpha Condé et puis Faure Gnassingbé, même si là, lui aussi dit que c'était son papa. Alpha Condé dit être en train d'attendre des accusations qui ne viennent pas. Maintenant, aujourd'hui, au-delà de ça, il faut jeter le débat général sur les questions de corruption à l'intérieur. Peut-être qu'on parle de la Guinée et du Togo seulement. Allez-y voir si dans les autres pays, c'est pas pareil. Et on sait également que Bolloré a des ramifications jusqu'au Burkina ici. Fouillez voir s'il n'y a pas de cas de corruption maintenant. On va attendre. On laisse le corrupteur seul se défendre alors que les corrompus sont là, partout dans l'homme. Alors, oui, je pense que c'est un début qui nous intéresse, mais malheureusement, ça se passe en France. Et il faut que dans nos États aussi, ça commence comme ils l'ont dit. Il faut qu'un jour, on puisse poursuivre ces chefs d'État-là qui vendent chaque jour davantage notre Afrique. Et je pense que quand on va arriver à là, qu'après, effectivement, leur mandat, et vous allez remarquer pour finir que c'est toujours ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir qui sont aptes et toujours prompts à vendre. Vous voyez Faure Gnassingbé, vous voyez Condé, il veut vraiment la passe qui va lui permettre de marquer la modification, le but de la modification. D'accord, oui. En 30 secondes, oui. Alors, on a l'habitude de dire que lorsque la barbe de ton voisin brûle, il faut mouiller la tienne. Je pense qu'à nous, aujourd'hui, de regarder également les actions de Bolloré au Burkina. On a notamment pour ces deux pays, c'est Havas qui est cité comme étant, on a bien Havas ici. Regardons ce qu'Havas fait. Est-ce qu'on a eu une élection présidentielle, notamment en 2015. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce genre d'accord ici? À nous de fouiller et de ressortir, parce qu'il ne faut pas rester à regarder la France, elle l'a bien fait. Et je suis très content que de plus en plus ce genre de dossier soit traité en France, mais à nous aussi d'agir aussi. En tout cas, merci à tous pour vos analyses, vos commentaires, en tout cas pour votre participation à cette émission qui s'achève. Et je rappelle très rapidement que nous étions sur ce plateau avec Paul Miki Rwamba de la radio Waka FM, Boukari Woba du bimensuel La Mutation, alors Yacinthe Sanou de la radio Omega FM et Koundjoro Gabriel Kambou de Afrique Femme TV. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Tu as dit